beaucoup de personnes qui ont eu du succès, ou qui ont un gros patrimoine, il y a toujours de l'immobilier dedans. Mais je veux dire, souvent, quand tu négocies, derrière, les gens sont d'accord et t'autorisent à négocier avec eux. Et en fait, c'est dommage de pas s'autoriser à négocier parce que tu passes à côté des fois de bonnes affaires. On connaît de Donald Trump que ses décisions politiques et de ce qu'on voit à la télé. Et des shorts aussi. Beaucoup Ouais. de gens connaissent d'une personne rien et uniquement des passages. Des extraits vidéo. Exactement, voilà. de 30 secondes. Donald Trump a écrit justement un livre sur le sujet. On voit que la négociation fait partie intégrante de son processus de fonctionnement. Donald Trump, on peut le dire, objectivement, il a réussi beaucoup de choses. Mais le gars, c'est un animal. Alors comment devenir riche selon Donald Trump? Alors, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut immanquablement constater que Donald Trump, quand même, c'est une figure importante. C'est quelqu'un qui a fait de grandes choses. Ouais, bien sûr. Les rageux diront que on lui a donné de l'argent pour se lancer. C'est même rageux, si tu leur donnes 1 million d'euros, ils iront acheter... Des putes, de la drogue. Désolé. Voilà. Non, mais c'est bon, vrai. ça, c'est un problème de mentalité. Transformer en millions en milliards, enfin, ils se rendent pas compte du cheminement qu'il faut, tu vois. Voilà, mais le problème quand on dit ça, souvent, c'est un moyen en fait de nous... Et ça, c'est parfois le problème, c'est de nous renvoyer à notre propre incompétence. Enfin, ça nous renvoie à notre propre incompétence et donc ça nous pousse derrière à essayer de trouver des solutions et des excuses qui expliqueraient le pourquoi on n'en est pas là. Et ça, c'est une mentalité de jalousie, une mentalité qui est négative. Et alors que si on est positif, l'idée, c'est d'essayer, c'est ce qu'on va essayer de faire, de voir comment on peut s'inspirer du parcours de Donald Trump et de ce qu'il a fait, 6 éléments vraiment qu'on a identifiés, qu'il a fait et qui participent à là où il en est aujourd'hui. Et surtout, n'hésitez pas en commentaire à nous partager votre avis et ce que vous pensez de Donald Trump et de là où il en est aujourd'hui. Et surtout également, ajouter un like sous la vidéo afin de nous aider Donner un peu de force. à faire voir cet épisode et à faire connaître notre podcast. Antoine, qu'est-ce que tu veux dire d'emblée? Je pense qu'on... Tu as un avis sur Donald Trump, toi qui es américain? J'ai pas d'avis. J'aime assez son côté franc-parler. Il y a certains discours sur lesquels je peux le comprendre et je suis assez d'accord. N'entrons pas dans les détails, non, s'il te plaît. Non, je rentre pas dans les détails. Mais je pense que c'est un personnage qui vaut le coup quand même de se poser un peu dessus. Et après, encore une fois, on connaît de Donald Trump que ses décisions politiques et de ce qu'on voit à la télé. Et des shorts aussi. Beaucoup de gens connaissent d'une personne rien et uniquement des passages. Des extraits vidéo. Exactement, voilà. de 30 secondes qui passent soit à la télévision Donc, si j'ai vu européenne. 5 passages vidéo qui disaient que Trump était un gros con, bah, je vais penser que c'est un gros con. Je dis pas que c'est pas un gros con. Voilà, il gère son pays comme il Soyons polis et ne nous permettons pas. voilà, il gère son pays comme il le veut. Je fais pas de la politique, mais je pense que nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté business de ce monsieur-là. Et force est de constater qu'en termes de business, c'est quelqu'un qui a réalisé de grandes choses. C'est quand même un mec qui est devenu président parce que, en termes de business, il est monté très très haut. Et je pense qu'il y a plusieurs... Ce qu'il faut essayer de se dire dans cet épisode, c'est OK, lui à son échelle, il a appliqué certaines choses. Comment nous, on peut les appliquer à notre propre échelle? Voilà. Mais une des choses quand même avec Donald Trump qui est essentielle, c'est le fait qu'il a investi dans l'immobilier. Et alors, si on analyse son parcours, on voit vraiment que l'immobilier, son père était déjà dans le domaine de l'immobilier et dans la promotion. On voit que notamment en investissant à Manhattan et en construisant son parc, Donald Trump s'est vraiment constitué une fortune aujourd'hui de plusieurs milliards. Et je pense que on remarque, quand on analyse en fait beaucoup de personnes qui ont eu du succès, ou qui ont un gros patrimoine, on voit que l'immobilier occupe toujours une part. Il y a toujours un pourcentage. Il y a toujours de l'immobilier dedans. Toujours. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, c'est compliqué, à mon sens, de se dire « Ok, je peux faire fi de ça. » Parce que si tu regardes, il y a de l'immobilier, il y a de l'investissement en bourse. C'est des choses qu'on va retrouver systématiquement dans le patrimoine des gens qui ont un patrimoine. C'est que ça a un intérêt, du coup. Si à un moment, les hommes les plus riches de la Terre ont tous un peu d'immobilier, c'est qu'il y a peut-être intérêt de s'y orienter si on veut parvenir à être riches nous-mêmes. Et un peu est un euphémisme, parce que c'est un peu, mais dans des proportions qui sont... Un peu milliardaire. Voilà. Et je pense que si on regarde ce qu'a fait Donald Trump, finalement, il s'est orienté vers de l'investissement de haute qualité, beaucoup aux États-Unis,
donc dans un marché de haute qualité également, à New York. Et je pense que chacun à son niveau. Moi, j'avais lu en audiobook cet été d'ailleurs son livre The Art of the Deal, et dans lequel il expliquait, et d'ailleurs livre que je conseille, dans lequel il expliquait justement comment il avait bâti son patrimoine. Et tu vois que il a su s'entourer à la fois de personnes qui sont compétentes, et derrière il a vraiment créé quelque chose qui est ultra important, et on retrouve ça aussi par exemple dans le cas de McDonald's aussi est une entreprise, aujourd'hui c'est une image, une entreprise immobilière de très grande ampleur. Et donc, c'est ce que les gens comprennent pas avec McDo, c'est vrai. Et donc on pourra faire une vidéo sur le sujet. Et donc je pense que ce qu'il faut retenir, c'est le fait que à notre échelle, il est important, et c'est pas un conseil en investissement, mais également de se dire, ok, l'immobilier est une classe d'actifs que je dois considérer, et dans laquelle je dois mettre un certain focus pour moi-même me développer également un patrimoine, et avoir quelque chose, soit pour moi tout de suite, soit également allégué. On voit que il a eu recours également à la dette, deuxième point. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on pourrait penser, comme on a dit au début, voilà, fils de riche, c'est facile de se lancer dans l'immobilier ou dans l'investissement quand tu as l'argent de papa et maman. Or, on se rend compte qu'il a joué énormément sur les leviers bancaires et sur la dette. Donc, ça veut dire que tout ne vient pas par magie à lui, et il a fait les bons calculs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de risques, qui a joué de la dette dans des périodes où c'était quand même très compliqué de le faire. Donc voilà, à un moment, le fait de prendre des risques, ça a payé pour lui. Et bon, ça, on ne peut pas lui enlever, malgré tout. Qui s'est retrouvé d'ailleurs au bord de la banqueroute. Et finalement, en utilisant la dette, c'est quoi? C'est faire appel à l'effet de levier. Et l'effet de levier, ça va consister en quoi? Ça va consister au fait de, ok, je mets une certaine somme sur la table aujourd'hui pour derrière me permettre de pouvoir acquérir quelque chose de plus gros que je vais devoir rembourser sur le long terme. Et c'est un moyen de multiplier son patrimoine de manière rapide. Et donc pour ça, il est important de comprendre, et c'est là aussi que Donald Trump est très fort, et je pense que ça peut faire écho au troisième point également, mais on peut mixer les deux ensemble. Il est très fort justement dans la négociation, dans le fait de s'entourer de partenaires professionnels, et derrière d'être capable d'aller soulever justement cette dette pour construire un patrimoine énorme. Et donc, voilà. On entend parfois des gens qui disent « Ok, moi, je ne veux pas faire de dette lorsque je veux investir dans l'immobilier. » Si on veut vraiment développer un patrimoine, c'est quelque chose qui va considérablement permettre d'accélérer. Tu n'as pas le choix, et puis c'est l'occasion de jouer avec l'argent qui n'est pas le tien, forcément. Je dirais pas jouer. Ça dépend comment tu vois les choses. Mais effectivement. Et ce qui est aussi intéressant avec lui, c'est que... qu'est-ce que j'allais dire ? J'ai oublié ce que j'allais dire. Soit. On peut passer au troisième point, au point qui consiste donc à faire écho à l'aspect de la négociation. Moi, je me souviens quand j'ai écouté son livre, qu'il expliquait en fait qu'il négociait tout. Okay. Systématiquement. Okay. Même des choses qui peuvent paraître un peu... au quotidien, au quotidien. Oui. Okay. Même qui peuvent paraître un peu banales. Et l'idée, c'est quoi? C'est justement de développer... Et ça, je m'en suis rendu compte récemment, on peut dire, c'est qu'il est important de développer au-delà des compétences précises dans le business, il est important de développer des compétences à la fois en termes de négociation, en termes de compréhension de l'autre, en termes de relations humaines, parce que ça va être des aspects dans lesquels, à un certain niveau, tu seras obligé de comprendre et sur lesquels tu devras travailler. Et alors, Donald Trump a écrit justement un livre sur le sujet, donc The Art of the Deal, et on voit que la négociation fait partie intégrante de son processus de fonctionnement, que ce soit lors des opérations d'achat, des opérations de vente, de la négociation des conditions auxquelles il va pouvoir réaliser ses achats ou des conditions dans lesquelles il va pouvoir obtenir du crédit. Et malheureusement, chez nous, en Europe, la négociation, c'est pas quelque chose qui fait réellement partie de l'ADN, et on voit que les gens ont souvent des difficultés à négocier et ne se sentent pas toujours spécialement à l'aise par rapport à ça. C'est marrant que tu parles de ça, parce que j'allais rebondir là-dessus. Je me suis rendu compte, je suis quelqu'un qui de base n'aime pas forcément évoquer l'argent. Voilà, je me rends compte que c'est un peu culturel malheureusement.
Donc ça va beaucoup mieux, mais j'étais quelqu'un qui n'était pas forcément enclin à négocier. Et en fait, ça va mieux maintenant et je me rends compte que, en fait, c'est con de jamais s'autoriser à négocier parce qu'en final, tu passes à côté de quelque chose. Si tu tentes pas, tu peux pas savoir si tu vas l'avoir. Et en fait, plein de fois, tu vas te rendre compte qu'en négociant, donc je parle du fait de négocier. La personne va accepter de négocier. Après, de combien, de quoi, ça c'est à vous. Mais je veux dire, souvent, quand tu négocies, derrière, les gens sont d'accord et t'autorisent à négocier avec eux. Et en fait, c'est dommage de pas s'autoriser à négocier parce que tu passes à côté des fois de bonnes affaires. Et je pense que c'est une question d'éducation. Tu sais, l'argent est un peu, parler d'argent, c'est un peu mal vu. La négociation, ça se rapporte souvent à l'argent, donc c'est un peu mal vu. Et en fait, c'est se fermer des portes soi-même. Et je pense qu'on peut négocier vraiment dans tout, dans la vie de tous les jours, sur beaucoup Bien de sûr. choses. Et la négociation ne porte pas nécessairement uniquement sur l'argent. Et ça ne veut pas dire que tu vas enfumer l'autre aussi. Une négociation, ça doit aboutir à quelque chose de bénéfique pour lui et pour moi. La négociation ne veut pas dire de l'enfumage. Et les gens ont aussi un problème avec ça. Négocier, c'est trouver un parti qui est intéressant pour le mien et pour le tien. Et c'est pour ça que négocier, souvent, ça peut intéresser la personne. Ok, on va négocier. Comment on va faire pour que toi, tu tires parti de la situation et moi également. Les deux sont gagnants. Pourquoi pas négocier à ce moment-là? Mais négocier, comme je dis, ce n'est pas toujours payer moins cher. C'est vrai. Parce que tu Oui. peux, par exemple, Ouais, négocier, tiens, je te paye plus cher, mais je te paye plus tard. Oui. Par exemple. On peut négocier une échéance, on peut négocier, il n'y a pas que forcément le prix. Et vraiment, il y a Bien aussi sûr. toutes les conditions qui Mhm. viennent entourer le contrat. Et je me souviens que Donald Trump expliquait que tous les contrats qu'il signe ou qu'il fait signer, il les fait systématiquement encadrer par des avocats Mhm. pour justement être au courant de toutes les conditions. Et parce que le droit aussi aux États-Unis est un peu différent du droit chez nous, qui nous est basé sur un code, là où dans le monde anglo-saxon, c'est basé sur les contrats. Nous, il y a des contrats, mais finalement, le code hérité de Napoléon, le code va l'emporter dans un certain nombre de choses sur les contrats, parce que tu ne peux pas mettre tout ce que tu veux dans les contrats. Mais il explique qu'il est toujours important de vraiment bien cadenasser, de ne pas signer n'importe quoi, de signer les choses en ayant vraiment pris compte, mais en parallèle d'agir vite. Parce que souvent, et ça c'est quelque chose que je constate, beaucoup de personnes ont tendance à vouloir du temps de réflexion, mais en réalité, ils ne réfléchissent pas pendant ce temps-là. Ah, Ils hésitent. exactement. Mhm. Alors que finalement, l'hésitation va souvent mener à la paralysie. Ouais, si t'es confronté à quelqu'un qui lui n'hésite pas, ben, peut-être à prix égal, il prend ton bien et t'as perdu le bien dans la négociation, quoi. Exactement, Mhm. exactement. Et je pense que c'est quelqu'un qui a très vite compris qu'il fallait s'entourer de gens plus intelligents que lui dans des domaines distincts. Il prend des avocats, c'est pas lui qui, je pense pas que ce soit lui qui fasse sa fiscalité. Il fait de la politique, je pense qu'il y a des gens qui gèrent certaines choses dans la politique pour lui. Je pense qu'en termes de politique, lui c'est surtout de l'image, mais derrière il y a des gens qui font le travail comme on dit, en sous-marin. Et il faut s'entourer de gens qui sont meilleurs que toi dans certains domaines. Oui, et je pense que là, tu fais du coup écho aussi au point suivant, qui est de s'entourer de personnes fiables. Tout à fait. Et on l'a vu, si on Tout à parle fait. même d'un point de vue politique, lors de sa première administration, il s'est entouré d'un certain nombre de personnes qui, selon lui et selon ses attentes, n'ont pas été fidèles à ce qu'il recherchait. Et derrière, il a décidé ici, lors de son deuxième mandat, d'aller construire une autre équipe pour ne pas s'y faire prendre deux fois. Et donc, c'est important également à son propre niveau de s'entourer de personnes fiables. Et aussi, et ça c'est un problème qu'on a, de payer pour ça. C'est vrai. Mais parce que t'entourer de personnes, ça nécessite de payer. Si tu veux qu'il fasse un bon travail, donne-lui l'argent qu'il mérite pour ce travail. Ou même parfois, tu dois payer pour accéder à certaines personnes. Tu vas payer parce que cette personne va, par exemple, proposer une formation. Tu sais que c'est par cette formation que tu vas pouvoir accéder à cette personne parce qu'autrement, tu n'y aurais jamais accès, mais tu dois payer. Tu vois? Tu as payé le contact en fait, juste ça. Mais Exactement. ce contact à long terme va peut-être te rapporter 10 fois plus que ce que toi tu as voulu mettre sur la table. Exactement. Et C'est de là, l'investissement le relationnel un petit peu au final. c'est de l'investissement. Et là, je pense que malheureusement, ça c'est parfois un problème culturel qu'on a. L'intérêt. Voilà. Et on veut toujours avoir un retour sur investissement rapide. Ouais. Tu vois? Ah, je fais ça, mais alors il me doit ça. Mais non, j'investis, je place des pions. Je dépose finalement et je viendrai récolter plus tard. Et puis il y a souvent cette phrase qui dit oui, mais tu traînes avec les gens par intérêt. Bah, bien sûr. Dans le sens où je traîne pas avec lui parce que je profite de lui. Prends le sens inverse. Je traîne avec quelqu'un qui me tire vers le bas. Pourquoi je traîne avec lui? Par contre, je traîne avec ce mec-là. Lui, on parle de business, on parle de trucs, on parle. Bah, j'ai un intérêt à traîner avec lui. Il m'élève. Voilà, c'est ça l'intérêt. C'est pas un intérêt financier où je profite pas de lui. Oui, mais quand on dit intérêt, on pourrait retourner la phrase différemment et dire tu es avec des personnes avec intérêt commun.
plutôt que de dire même par intérêt. Oui, voilà. Parce que simplement, vous avez des intérêts qui sont communs Mm. et naturellement, certaines personnes avec qui tu n'as plus d'intérêt Mhm. commun, naturellement, tu vas peut-être être amené à prendre tes distances et elles-mêmes également vont être amenées à prendre leurs distances Mhm. parce que C'est vrai. vous avez des difficultés également à vous Mhm. comprendre. Mhm. Et donc c'est totalement normal. Et je pense qu'à partir du moment où tu es toujours droit, que tu ne mens pas, que tu ne profites pas des gens, que tu as une ligne de conduite, Ça fait beaucoup dans la société actuelle, hein. Malheureusement. mais les personnes qui sont comme ça le remarqueront. Bien sûr, et ils gagneront à long terme. Et tu seras effectivement gagnant. Tu seras effectivement gagnant à long terme. Mais bon, on s'éloigne du sujet principal. Ensuite, Son image. oui, le personal brand. La Trump Tower, par exemple, qui est un investissement immobilier qui est connu internationalement. Je crois même qu'il a ouvert une marque de steak. Je crois qu'il avait une marque de steak à une période. Il a créé tout au nom de Trump. Au nom de Trump, ouais. Et- Tout le rapproche à lui et à son image. Tu regardes un steak, tu penses à lui. Tu vois. Donc peut-être en regardant un steak, tu penses à sa politique. Mais c'est fort en fait. Il y avait également la télé-réalité dans laquelle il était. Effectivement. Le fait que Effectivement. il soit, et ça il en parle également longuement dans son livre, le fait qu'il soit apparu également dans des films. Disons que effectivement il y a une brand, il y a une marque réelle autour de lui, et le fait d'avoir une marque, il l'expliquait également, c'est un moyen de pas se faire oublier déjà. de pas se faire oublier et d'avoir des opportunités qui te sont également présentées. Ouais, parce que quand tu es quelqu'un qui est connu, quand on entend ton nom partout, il y a des gens qui ont envie de venir travailler avec toi. Parce que du coup, ta pub, c'est la leur également. Donc forcément, j'ai un intérêt à travailler avec quelqu'un qui est connu partout. Et le personal brand va être lié justement au fait de se construire un réseau, comme on le disait. Et moi, je me souviens aussi, dans son livre, il expliquait que un moment, je ne sais plus exactement l'histoire précisément, mais il a rencontré quelqu'un qui était très très important dans un des ascenseurs de la Trump Tower. Okay. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire également se mettre en situation de rencontrer des gens qui sont intéressants. Et donc ça veut dire peut-être sortir de son bled, aller vivre ailleurs, aller vivre dans un endroit où justement tu vas avoir des opportunités, plutôt qu'être dans sa campagne ou derrière, bon, à part des gens qui sont dans une cité dortoir, tu vas pas rencontrer grand monde. Ouais, en fait, je pense qu'il y a un moment... Et se mettre dans des situations... Il faut accepter d'avoir le déclic par rapport à ce que tu veux, par rapport à ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'exemple de rappeurs, par exemple. Il y a beaucoup de rappeurs qui, à partir du moment où ils ont commencé à gagner beaucoup d'argent, il y a d'autres opportunités qui s'offrent à eux, ils se rendent bien compte que ce qu'ils veulent et les valeurs qu'ils ont maintenant ne sont plus en adéquation avec le lieu où ils sont. Un exemple tout bête, moi j'ai grandi dans une petite ville qui ne respire pas forcément l'opportunité, de par ce que j'ai envie de faire maintenant, même si j'adore cette ville. Et je sais bien que si à un moment, je sais pas, moi, admettons, je gagne 10 000 euros par mois, si je veux pouvoir accéder à plus, ben, j'ai peut-être intérêt à aller dans un endroit où il y a d'autres gens qui gagnent 10 000 euros par mois, tu vois. Donc après, les gens vont penser que c'est pas refoulé là où tu habites, parce que ça veut pas dire que tu peux pas retourner et avoir toujours des bons liens avec ces gens-là. Mais à un moment, si je veux faire des affaires, il faut peut-être que j'aille dans des endroits où c'est possible d'en faire. C'est pour ça qu'à une période, on parlait de business club ou des choses comme ça qui peuvent être intéressantes à court, moyen ou long terme. Mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que le contexte dans lequel tu es est le bon? Et pour ton cercle d'amis, c'est pareil, malheureusement. Je pense qu'il y a un moment où toi, tu évolues. Il y a certaines personnes qui évolueront pas avec toi. Il faut accepter peut-être de s'en détacher un petit peu. Et autre chose qu'il fait très bien, il est choc. C'est-à-dire? Il dit beaucoup de... Je pense que c'est calculé, mais il y a beaucoup même de phrases qu'il a pu dire politiques qui font parler. Tu vois, il a des avis très tranchants sur certaines choses. Par exemple, je sais que son avis sur le wokisme est très, très tranchant, très tranché. Ça fait parler. Mais lui, il est content parce qu'on parle de lui, tu vois. Et c'est tellement bien fait qu'on a réussi à lui tirer dessus. Donc ça lui fait une très belle publicité. En plus, je pense qu'il est content de ça. Je sais pas s'il en est content. Mais effectivement, ça fait aussi partie du personal brand. Et là, on va même jusqu'à créer un mythe d'une certaine manière, à partir du moment où il a été... c'est l'homme qui a survécu à un assassinat. Dans l'histoire, ça va rester quand même, je pense. Tu vois. Il y avait Abraham Lincoln avant lui. Je pense que la dernière chose, et là c'est vraiment quelque chose qui est très important, et ça revient même à ce dont on a déjà parlé dans d'autres épisodes, c'est le fait de voir grand et d'avoir de l'ambition. Chose à laquelle nous on peut se rattacher. Parce qu'à partir du moment où tu veux devenir président des États-Unis, c'est que tu vois grand. Ouais.
tu vois. Clairement. T'es pas dans le monde de la politique initialement, tu es pas affilié à un parti en particulier, et tu dis, moi, maintenant, je veux devenir président. Donc, c'est cette ambition, cette vision, et le fait de voir grand. Là où on voit certaines personnes... Ce culot de rêver aussi loin, quoi. Là où on voit certaines personnes, et je veux pas choquer, hein, mais certaines personnes qui pensent, par exemple, que, tiens, le jour où je gagne 5 000 ou 10 000 euros par mois, je suis arrivé, c'est bon, je suis au sommet, je suis au summum. Alors que non, c'est pas le cas, évidemment, mais au-delà de ça, c'est important, justement, d'avoir cette ambition de voir plus loin et de voir beaucoup plus grand. Parce que Donald Trump, on peut le dire, objectivement, il a réussi beaucoup de choses dans sa vie, tout du moins professionnellement parlant, mais le gars, c'est un animal. À un moment donné, il a près de 80 ans. Le gars se dit, moi je veux devenir président à nouveau. Ouais, c'est vrai. Et alors que il a eu finalement un mandat, puis derrière il n'a pas été réélu. C'est Biden qui a été président. Et puis ici, il se représente à nouveau, et il est élu. Mais ça veut dire le gars, il a faim. Il a vraiment de l'ambition, il voit grand, et ça permet d'arriver à de grandes choses. Et je pense même qu'il y a beaucoup de gens qui votent pour lui, plus pour ça que pour ses idées politiques. Cette ambition qui représente assez bien le pays, tu vois. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, on peut critiquer l'Amérique, elle est critiquable tout à fait comme tous les pays, mais ils ont une façon de voir, et ils ont une façon de viser les sommets quand même différente que celle qu'on peut avoir nous ici, malheureusement. Dans l'éducation, c'est quand même différent. L'Amérique, c'est voir grand, on peut pas leur reprocher ça. Et c'est quelque chose qui fait très bien. Et toi qui as lu son livre, je vais te poser une question. Est-ce qu'il y a un moment où, parce que moi je me suis renseigné beaucoup sur lui, mais j'ai pas lu son livre, son aspiration politique, elle a toujours été de base, ou c'est quelque chose qui est venu par les business, où il s'est toujours dit, moi je vais aller vers cette direction rapidement, hein. Ouais, mais ce livre-là, je sais plus exactement en quelle année il a été écrit, mais c'est pas quelque chose dont il fait mention, dans le livre. Mais effectivement, oui, il y a cet état d'esprit d'ambition. Et tu sais, je discutais récemment avec une personne qui vit à New York. Et cette personne, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, elle a un travail totalement normal. Elle vit comme... elle est employée, etc. Okay. Et en discutant avec cette personne, elle m'explique qu'elle a plusieurs dizaines de biens immobiliers aux États-Unis. Mais juste comme ça dans la conversation normale. Alors que c'est pas un investisseur, c'est pas un businessman. En fait, c'est juste un état d'esprit qui est différent. En Amérique, alors qu'ici, tu as 10 biens immobiliers dans ton bled, on te prend pour le caïd du coin, et tu es arrivé. Et t'es riche, et t'as un fils à papa qui a hérité d'argent, et qui machin. Et que... Alors que là, tu vois, c'est une ambition qui est tout autre, c'est un état d'esprit qui est autre, et je pense qu'on a à s'en inspirer. Et c'est ça que je voulais dire. Je pense qu'au-delà de l'argent qu'il a hérité de ses parents, parce que oui, il aide, ça aide, il a hérité de leur éducation. Tu vois, on avait fait une vidéo là-dessus en disant qu'il y a la différence entre les gens qui n'aiment pas beaucoup d'argent et les gens qui en gagnent beaucoup. C'est avant tout un mindset. Et je pense que ce qu'il a beaucoup hérité de ses parents qui ont hérité justement de l'Amérique, c'est ce mindset de gagnant, de voir plus loin. Je pense qu'il n'y a pas de système de retraite en Amérique, si je dis pas de bêtises. Il y a un système de retraite, mais moins généreux que celui que... Alors, quand tu vois le système de retraite, s'il est déjà moins généreux là-bas, c'est qu'il doit vraiment être catastrophique quand tu vois le nôtre. Et déjà, là, à partir du moment où tu dis, bon, là, je travaille, mais peut-être qu'à 80 piges, quand j'arrête de travailler, parce qu'on va arrêter de travailler à 95 ans, je pense, ici en Belgique, je vis pas. Donc, je suis obligé de préparer ça. Et en fait, c'est normal pour eux de cotiser en bourse, c'est normal pour eux d'investir dans de l'immobilier. Tu imagines, cette dame, elle est employée, elle a 10 maisons, c'est presque anodin. Alors le mec qui gagne 30 000 euros par mois, il a combien de maisons lui de son côté, tu vois? C'est un mindset, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et je pense que c'est quelque chose que nous, on devrait essayer d'inculquer dans l'éducation de nos enfants. Je pense qu'il serait temps de changer un peu. Voilà. Il y a du bien à prendre partout. Non, je suis 100% d'accord avec toi. Un mot de la fin pour conclure, Antoine, mis à part de commenter, de mettre un like si vous avez trouvé l'épisode intéressant, quel est ton mot de conclusion? Mon mot de la fin, MAGA? Non, partez du principe... Make America Great Again? Partez du principe que vous n'aurez jamais de retraite. Voilà. Okay. C'est encourageant. Merci Antoine pour ces mots pleins d'espoir et pleins d'avenir. Ça change la mentalité. Merci.